Bonsoir à tous et merci de vous installer confortablement pour une demi-heure d'information sur RTI 1. L'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, poursuit sa tournée d'adieu. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était à Bissau. Timoko Melie Kone a été reçu par le président Umaro Sissoco Embalo. La Côte d'Ivoire se classe à la 37e place du classement mondial de la liberté de la presse sur 180 pays dans le monde. La corporation a célébré ce mardi la 29e journée de la liberté de la presse. L'UNJCI a appelé les autorités à respecter leurs engagements pour une presse libre sur l'ensemble du territoire national. Et puis le dossier EcoPlus de ce mardi ouvre une lucarne sur le système de riziculture intensive, une pratique culturelle qui se veut intelligente face au changement climatique, un système destiné à relever le défi de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Merci de regarder RTI 1. Suite à sa prise de fonction en tant que vice-président de la République de Côte d'Ivoire, l'ex-gouverneur de la BCAO effectue en ce moment une tournée d'adieu. À Bissau, Timoko Melie Kone a rencontré le président Umaro Sissoco Embalo. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Cette visite du vice-président de la République Kone Timoko Melie ce mardi 3 mai en Guinée-Bissau fait suite à celle effectuée successivement au Sénégal, au Togo, au Bénin et au Niger, à la demande du président de la République Alassane Ouattara. Au cours de l'entretien que lui a accordé le président de la Guinée-Bissau, le vice-président Kone Timoko Melie lui a exprimé ses remerciements pour l'appui constant qu'il lui a apporté au cours de sa mission en tant que gouverneur de la BCAO, avant de faire ses adieux au président Embalo Sissoco, au moment où il quitte sa fonction de gouverneur de la BCAO pour celle de vice-président de la République de Côte d'Ivoire sous la haute égide du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, respectant ainsi la tradition protocolaire. Et sur un tout autre plan, à l'échelle mondiale, le tableau de la presse est sombre. 23 journalistes ont été tués depuis le début de l'année. 478 autres sont détenus en prison, selon Reporters sans frontières. En Côte d'Ivoire, l'édition 2022 de la célébration de la liberté de la presse a fait la part belle au numérique, un canal de diffusion de plus en plus utilisé. La traditionnelle marche pour la liberté de la corporation a eu pour point de départ et d'arrivée le siège de la RTI, la télévision ivoirienne. On regarde le compte-rendu de Didier Nguessan. Une presse suffisamment libre pour contribuer à consolider la démocratie, c'est un idéal. Dans les faits, au support papier, radio et télé, s'ajoute aujourd'hui le numérique. Mais le flux d'informations en ligne ne relève pas toujours de la rigueur journalistique, puis il s'en éloigne et tend à créer une confusion chez le public non averti. D'où le thème de la 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, journalisme sous l'emprise du numérique. Le numérique aujourd'hui gagne du terrain, prend beaucoup de champs et donc il nous appartient à nous, journalistes, de comprendre ce défi, de l'intégrer et puis véritablement d'y faire face. C'est à nous, les professionnels du traitement de l'information, de faire en sorte que le numérique ne peut pas véritablement être un problème. À la dérive qui pourrait avoir sur le numérique, les médias traditionnels répondent par l'éthique et la déontologie. Le principe est immuable et universel. Les gouvernants sages comprennent qu'il n'en faut pas beaucoup pour que certains journalistes se sentent intimidés et commencent à s'auto-censurer, ce qui est malsain. Quand les journalistes responsables peuvent faire leur travail en toute confiance, ils contribuent à la transparence, ils éclairent des aspects de la réalité, ils combattent ainsi la corruption et défendent les droits humains. Ils aident le peuple et les gouvernants à mieux comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. La tutelle ministérielle s'enrichit du département de l'économie numérique, une aubaine pour répondre aux défis digitaux pour les médias. C'est afin de prendre en compte le numérique comme support de développement indispensable de l'écosystème des médias que nous portons un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d'aide publique aux médias afin qu'un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques.
le foisonnement de non-professionnels en quête de notoriété et de buzz. Je parlerai même en quête de publicité gratuite. On a trouvé une expression appropriée pour qualifier ces nouveaux acteurs du net, pour que cela passe naturellement mieux. On parle d'influenceurs, mais quelle influence ? À l'échelle mondiale, le tableau de la presse est sombre. 24 professionnels des médias ont été tués depuis le début de l'année et 478 autres sont détenus selon Reporters sans frontières. On parle maintenant d'agriculture avec la fin de la campagne sucrière 2021-2022 qui a été marquée par une cérémonie dans le nord du pays. Pour cette année, les voyants sont au vert avec une production record de 112 000 tonnes de sucre contre 99 000 l'an dernier. Et selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, le plan mis en place par le gouvernement commence déjà à produire des effets positifs. Kader Sogodogo. Fekese-Dougou, site de production sucrière, SUCAF. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, est aux côtés des acteurs pour la fête de fin campagne, communément appelée par les sucriers dernière remorque. La Côte d'Ivoire consomme chaque année 240 000 tonnes de sucre. 83% des besoins sont assurés sur place par les deux compagnies du pays. Pour garantir l'autosuffisance en sucre, un contrat plan a été signé le 1er mai 2021 par le gouvernement. Au moment de la signature, Fekese-Dougou était à 99 111 tonnes. Pour cette année, grâce au contrat plan, les choses se bonifient. Une production record de 112 324 tonnes. Nous avons une obligation, c'est atteindre 125 000 tonnes de sucre. Nous sommes aujourd'hui à un décollage à 112 324 tonnes. Il nous reste encore 12 500 tonnes et je pense que c'est possible. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la vision du président de la République Alassane Ouattara qui opte pour une agriculture moderne, profitable à tous, se fait ressentir dans tous les domaines. Et c'est le lieu pour moi de rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je lui ai fait savoir que grâce au contrat plan que nous avons contribué à mettre ensemble, voilà qu'aujourd'hui, nous avons fait des exploits. Défilé des acteurs, présentation des outils et engins de production. Les sucriers ont fait la fête. On continue à parler d'agriculture. Je vous le disais en ouverture de cette édition. Le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse au SRIR, le système de riziculture intensive conçu et mis en place par le Centre national de recherche agronomique avec l'appui de l'ANADER et de l'Agence pour le développement de la filière riz. Il vise à terme à relever le défi de l'autosuffisance en riz. Le système permet aussi d'améliorer le revenu des producteurs et ainsi de lutter contre la pauvreté. Là-dessus, je vous propose de suivre le regard de Jean-Luc Bangbo. La terre légère, on va dessus. On arrose, après on met la semence, on prend un lot, on met dans 1 mètre carré. Séance de démonstration pour la réalisation d'une pépinière de riz. Nous sommes dans le département de Boundiali, l'un des 13 départements choisis pour l'expérimentation du projet SRI, Système de riziculture intensive. Voici les fiches techniques destinées aux riziculteurs bénéficiaires du projet SRI dans le GON à Boundiali. C'est 30 fiches techniques pour chacun des 30 riziculteurs retenus. Une pratique culturelle innovante pour l'amélioration de la production du riz en Côte d'Ivoire, dans un contexte où la production locale du riz se trouve déficitaire depuis plusieurs décennies. Au niveau de la pépinière de riz, l'avantage que nous avons eu, c'est comme d'utiliser moins de semences. Voilà. Donc ça, on a vu, c'est une importance. Ça nous a progressé dans notre culture de riz. Lancé en juillet 2019 pour une période de 24 mois, le projet est exécuté par une équipe de chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique.
des tests de démonstration. Vous avancez, vous venez encore derrière. Des visites paysannes sur les sites sont effectuées en vue d'apprécier et de partager la performance de cette technique culturelle lancée dans les années 80. C'est une itinéraire technique risicole qui est rationnelle et qui a pour caractéristique essentielle l'utilisation d'une faible quantité de semences. Au lieu de 80-60 en moyenne dans les bassins, avec le SRI, il faut 10 kg de semences par hectare. Pour la diffusion de cette pratique, dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la productivité du paddy en riziculture irriguée, ce sont au total 240 riziculteurs qui ont fait l'apprentissage. Des tests de démonstration de la technologie axés sur des activités majeures comme la production du compost à base de paille de riz. Il y a une herbe à côté que nous on dit en Senfo, le poignée. On fait le compost avec ça. On fait le compost avec caca de vache. Nous on fait aussi avec la sante. On a l'eau en même temps. Je fais ça avec feuilles de banane. Fertilisation à forte coloration organique, mais également utilisation de très peu de semences par hectare. Repiquage de plants plus jeunes. Telles sont les principales innovations introduites par le système de riziculture intensive. Premier là, nous payons engrais un sac 25 000. Mais la génération vient nous montrer. On fabrique compost nous-mêmes dans les champs. Et puis on met dans les champs, on repique en lit. Et puis c'est ça qui nous produit l'argent aujourd'hui. L'an dernier, on a repiqué des autres. Mais il y a eu au moins combien de tonnes? 5 tonnes comme ça. Mais en 2020, si vous venez nous montrer, on a eu au moins 15 tonnes, 17 tonnes comme ça. Si en Côte d'Ivoire, le défi de l'autosuffisance en riz reste d'actualité pour augmenter la production, le SRI a déjà fait ses preuves auprès des riziculteurs qu'il avait adoptés avant ce projet de diffusion à grande échelle. J'étais un des premiers à tester cette technique et je n'ai même pas attendu le résultat et j'ai adopté cette technique. Je pense que cette technique va beaucoup apporter aux producteurs. Le SRI vous permet de vous rapprocher du rendement potentiel. Et ça permet aussi de diminuer le coût de production. Comparé à la pratique rizicole paysanne, dont le rendement moyen est de 3,5 tonnes à l'hectare en riziculture de bas-fond, le SRI a induit des gains de rendement de 11 à 79% en moyenne sur les sites d'opération. C'est une tendance qui est encourageante et qui nous fait dire que si la technologie du SRI est adoptée à échelle, la production de paddy dans les écologies aquatiques en Côte d'Ivoire pourrait connaître une amélioration significative. Pour sa diffusion à grande échelle, un plan de financement du SRI a été reparti entre le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, qui contribue à hauteur de 65 millions de francs CFA, et l'ANADER, l'ADERI et le CNRA, qui apportent près de 28 millions de francs CFA. Les départements concernés par cette phase expérimentale sont Bundiali, Ferkesedougou, Katiola, Bouaké, Touba, Daoukro, Danane, Diokwe, Divo, Vavois, Zuenoula, Soubré et San Pedro. Des laboratoires à ciel ouvert pour relever le sempiternel défi de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. C'est petit à petit que l'Afrique deviendra le grenier du monde en regardant maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 3 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi deux nouveaux cas de Covid-19 sur 520 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 5 guéris et 0 décès. À la date du 3 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 959 cas confirmés, dont 81 123 personnes guéries, 799 décès et 28 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 502 805. Le 2 mai, 10 102 doses
doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 387 947 doses du 1er mars 2021 au 2 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. On ouvre maintenant la page dédiée au Ramadan. Les fidèles musulmans de la station balnéaire de Grand Bassam ont célébré lundi l'Aïd el-Fitr. Le président du CESEG, le docteur Eugène Akaouele, était à leur côté. Il les a exhortés à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. Le compte-rendu de Bintou Pekele. Prendre son petit déjeuner est obligatoire le jour de l'Aïd el-Fitr, après 30 jours de jeûne. Porter ses plus beaux vêtements pour la grande prière est tout aussi obligatoire. La paix. Si le pays n'a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Il faut qu'on se donne la main dans la main pour travailler. Et au guide religieux de prôner aux fidèles des rappels utiles pour le vivre ensemble après les 2 rakats obligatoires. Si le président nous demande de prier pour la paix, en tant qu'ambassadeur de paix, président, le leader religieux pour la paix et le développement, section Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour moi de faire des prières pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Afin que le pays puisse demeurer dans la paix, dans l'union et dans la cohésion avec le président de la République à la tête de la Côte d'Ivoire. Aux côtés des fidèles musulmans de la commune de Grand Bassam, Akaouele, président du Conseil économique et social, fils de la région du Sud Comoé. Que vos prières continuent, de permettre au président de la République de continuer dans cette belle voie afin que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus prospère de la politique du développement, du champion du développement qu'est le président Alassane Ouattara. La fête de l'Aïd el-Fitr, moment de partage, de convivialité et de fraternité. Un instant privilégié pour les visites juste après la mosquée. Dans le district du Denguélé, le ministre-gouverneur a pris part à la prière aux côtés des fidèles de sa région. À la grande mosquée d'Odiné, des prières ont été formulées pour la communauté musulmane et pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le commentaire de Didier Nguisson. L'Aïd el-Fitr 2022 a eu un écho particulier dans le district du Denguélé. Prières, sermons et communion fraternelle ont occupé la journée festive du Ramadan qui marque un mois entier de pénitence pour la communauté musulmane. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré a tenu à commémorer ce temps d'adoration avec sa population en prenant part à la grande prière organisée à la mosquée centrale d'Odiéné sous la conduite de l'imam Alpha Savané. Après le sermon et les bénédictions prononcées par le guide religieux à l'endroit de la Côte d'Ivoire, du chef de l'État et des autorités locales, le préfet de la région du Kabadougou a insisté sur la logique de préservation de la paix et de la cohésion sociale qui était au centre du sermon de l'imam. Gaussou Touré a formulé à l'endroit des autorités ivoiriennes de la communauté musulmane du district du Denguélé des vœux de paix, de santé et de longévité. Les premières bénédictions viennent au fils le plus illustre de notre district, à savoir le président Alassane Ouattara, et qui fait tout pour que effectivement ces districts-là se distinguent parmi tous les autres. C'est le lieu de prier le Tout-Puissant au moment où nous n'avons plus de péché pour qu'il lui accorde une longue vie. Il a réitéré l'appel à l'union des fils et filles du district du Denguélé, seul gage pour un Denguélé prospère, pilier du développement de la Côte d'Ivoire. À Bondoukou, les fidèles musulmans ont aussi observé la prière marquant la fin du mois de Ramadan. À l'occasion, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan a appelé les filles et fils de la région à l'union sacrée. C'est une correspondance d'Hermania Mia. C'est à la place de l'imam Sow que les fidèles musulmans de la ville de Bondoukou se sont retrouvés pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Cette prière qui marque la fin du mois de Ramadan a été officié par l'imam principal de Bondoukou, El Hadj Timité Ismaël Latif. Dans ce sermon, le grand imam de Bondoukou a lancé un appel à l'unité, à la paix entre les cadres et la population pour le rayonnement de la ville aux 1000 mosquées. Présentes à cette prière de fin du jeûne musulman, les autorités de la ville ont traduit leur reconnaissance à Dieu pour leur avoir permis de passer ce mois de pénitence dans la bonne santé. Au cours de ces 30 jours de privation, la cohésion
nous avons senti le partage entre les uns et les autres, les musulmans et les non-musulmans. C'est une joie pour nous, les musulmans, qui avons jeûné, qui nous sommes privés pour respecter les préceptes de notre religion. Et à l'endroit de la population, c'est un message d'unité, d'entente, que les cadres du Zanzan s'entendent. C'est dans l'union que nous pouvons réussir. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi prié pour les autorités du pays afin qu'elles soient toujours éclairées dans leur prise de décision engageant la vie de la nation. À Divo, la mosquée Ouda a refusé du monde. Plus de 1000 fidèles ont adressé leurs prières à Allah afin d'obtenir son pardon et sa miséricorde. Depuis le quartier Dialogue 2, le compte-rendu d'Éric Goré. Venus de plusieurs quartiers de Divo pour rejoindre cette mosquée en plein chantier, les fidèles musulmans ont répondu massivement à la fête. Ici, nous sommes à la mosquée Ouda de Divo, située dans le quartier Dialogue 2. Cette mosquée a accueilli plus d'1 millier de fidèles musulmans pour célébrer l'Aïd el-Fitr en ce jour saint. Vêtus de leur plus belle tenue, ces fidèles musulmans, hommes, femmes, enfants, sont allés dire merci à Dieu Tout-Puissant. C'est l'imam Dosso Yava qui a eu la charge de faire le sermon. Pendant sa prise de parole, il a exhorté les fidèles musulmans à l'entente. Il leur a demandé aussi de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Un message auquel adhèrent pleinement les fidèles musulmans. Le monde se réunit pour venir prier pour Dieu. Et pour Dieu, pour notre pays, nos présidents, tout ce qu'il fait pour le musulman et puis le monde entier, tout ce qu'il fait. Surtout Divo. Vraiment, on le remercie beaucoup. Renforcer la paix et la cohésion sociale en cette fête du Ramadan et après cet événement, une priorité ici, à Divo. Et c'était aussi la fin du Ramadan en France. À Paris, la communauté musulmane ivoirienne a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Des prières également pour le président Alassane Ouattara. Le commentaire d'Issa Chonayo. C'est à Seine, Saint-Denis, 73, rue de la Briche, à Paris, en France, que la communauté musulmane de la diaspora ivoirienne a prié pour la fête du Ramadan. Pour une question de commodité, les prières se sont faites en 2 phases. La première, officiée par l'imam Mohamed Lamine Si Savané, et la seconde par l'imam Balo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plus de 2000 fidèles musulmans ont prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Après un mois de pénitence, c'est le jour de réjouissance, le jour de la fraternité, savoir partager, savoir pardonner, savoir aimer, savoir tendre la main vers l'autre. Pour le président, nous lui souhaitons aujourd'hui une bonne santé, longue vie et courage vraiment dans tout ce qu'il fait et on lui dit bonne chance et longue vie. Ce jour, c'est mois saint. Et nous sommes arrivés ici pour pouvoir célébrer, participer en fraternité avec tous nos frères musulmans. Cette célébration est un moment de partage, de fraternité, de famille. Cette commémoration de la fête de l'Aïd el-Fitr a été l'occasion pour les fidèles musulmans de la diaspora ivoirienne de plaider pour la construction d'une salle culturelle et spirituelle à Paris, en France. On change de religion avec la communauté catholique de Brafédon à Grand-Laou qui a honoré le premier catéchiste de la région. Jean Djoman aura consacré 52 années de sa vie au service de l'Église. Une messe d'action de grâce a été dite pour lui témoigner la reconnaissance de l'Église. Le témoignage de Godefroy au Kambawa. À l'image de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est dans l'allégresse et dans une procession que la communauté catholique s'intéresse de l'enfant Jésus de Brafédon à Grand-Laou, honore un de ses fils. Jean Djoman, premier catéchiste de la paroisse et doyen des catéchistes de la localité. La symbolique représentée par ses enfants, au nombre de 52, qui portent chacun une bougie. 52 ans que l'homme a consacré sa vie au service de l'Église et de l'Évangile. C'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour beaucoup qui sont au service de Dieu et c'est vraiment édifiant.
Cet hommage lui donne la joie. Il est content et cette cérémonie a fait qu'il se retrouve encore comme il était avant, comme il a commencé. Tous ceux qui sont derrière là, d'avoir la foi, de croire en Dieu et d'aller de l'avant. À travers cette célébration, la communauté témoigne sa reconnaissance à l'homme. Eh bien, c'est cette foi-là que moi, j'admire. Donc, je suis venu partager sa joie et sa fierté aussi. Parce que être au service de Dieu, c'est un challenge qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un héros de la foi. Les textes bibliques nous ont montré qu'une rencontre avec le Seigneur est un véritable enjeu de la foi. Rencontrer le Seigneur pour en être un témoin, pour le montrer au monde, c'est important. Et quand pendant 52 ans, à montrer cette fidélité-là, il faut vraiment le magnifier. Reconnaissance témoignée par une offrande de la communauté représentant le fruit de leurs efforts. Toute une symbolique pour exprimer également leur attachement au travail et à l'union, un pays avicable. Je vous invite à présent à découvrir une destination touristique hors de la Côte d'Ivoire. Avec cette tendre balade en gondole, Venise, en Italie, restera pendant longtemps encore un lieu de romantisme par excellence. Son labyrinthe de canaux et ses ponts font aujourd'hui encore sa fierté légendaire. Mais le trésor de Venise demeure sa lagune, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, un site emblématique et chargé d'histoire, visité récemment par notre reporter Walter Amadou Ouattara. Voici Venise, avec ses 415 km² de superficie, dont plus de la moitié occupée par les eaux. La contrée s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Au milieu de la lagune Vénète, Venise est une ville portuaire du nord-est de l'Italie, située sur les rives de la mer Adriatique. Elle est renommée pour cet emplacement exceptionnel, ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel qui lui valent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2017, la population totale de la commune de Venise était estimée à environ 267 000 habitants. Fondée peu après 568 par des réfugiés fuyant l'invasion lombarde, elle fut la capitale de la République de Venise pendant 11 siècles, de 697 à 1797. Venise est construite sur une lagune, une étendue d'eau salée peu profonde qui communique avec la mer. Les maisons au bord de l'eau ont des fondations qui résistent au sel de la mer. Nous avons appris que cette cité est en quelque sorte l'une des expressions les plus parfaites de la capacité de l'homme à modeler la nature. Ici, on se déplace essentiellement à pied. L'autre option, c'est le trajet sur l'eau. On le fait à l'aide des bateaux-taxis. Le luxe à bord fait oublier le mal de mer. Il y a aussi les vaporetto, des bateaux à moteur. Le vaporetto, cet autre moyen de transport en commun à Venise, est très pratique. Il suffit de se munir d'une carte ACTV. Il ne faut surtout pas oublier les gondoles très traditionnelles. Visiter Venise et passer à côté de ces gondoles, c'est comme aller à Paris et ne pas voir la Tour Eiffel. Une sortie en gondole coûte à peu près 52 000 francs CFA, à moins de bien négocier avec le gondolier. C'est un luxe que se permettent généralement les touristes et plus précisément les amoureux. Souvent, les jeunes mariés l'utilisent afin de continuer leur célébration. À Venise, vous pourriez visiter la basilique Saint-Marc avec sa superbe architecture mélangeant harmonieusement le style occidental et oriental, mais aussi les très célèbres palais des Doges et pont des Soupirs. Le budget moyen pour une journée est 200 000 francs CFA par personne, incluant repas et visites. Ce budget varie selon vos exigences de confort et de standing, mais Venise reste une ville chère. Dans le but de mettre à profit les atouts de Venise, des événements à caractère international y sont organisés chaque 2 ans. Les plus médiatisés sont les biennales de l'art contemporain, de la danse, de la musique, de l'architecture et celle du cinéma. La 59e exposition internationale d'art contemporain réunit en ce moment 58 pays. Plus de 200 artistes exposent 1433 œuvres et objets. Cette édition 2022 compte bien dépasser les 615 000 visiteurs enregistrés en 2017. Plus de 5 300 journalistes sont attendus. Tout ceci
constituent des avantages pour le tourisme et pour la promotion culturelle de l'Italie. C'est aussi un atout pour son économie, se faisant une idée juste de cet écosystème riche et diversifié qui contribue également à lutter contre le chômage. La délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu une rencontre avec les autorités de la commune de Venise. Elle souhaite une franche collaboration et l'adjoint au maire de Venise n'y voit pas d'inconvénient. Dans les tout prochains jours, un cadre formel de partenariat sera élaboré et par les deux parties. La Côte d'Ivoire veut donc s'inspirer de l'exemple de Venise pour mettre en évidence certaines villes balnéaires ivoiriennes. Cette rencontre est possible grâce à l'organisation internationale humanitaire d'origine italienne dénommée NADUC. À la découverte de l'île au Milatou, un reportage de Walter Amadou Ouattara à revoir sur RTI 1. La junte malienne a dénoncé hier lundi les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La décision a été notifiée par le ministère malien des Affaires étrangères au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako. Elle intervient alors que les soldats français et européens sont en train de quitter le pays et marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. Paris juge injustifiée la décision du Mali. Et puis au 69e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mardi 3 mai, l'armée russe et les séparatistes pro-russes ont lancé une offensive sur l'usine d'Azovstal à Mariupol, une usine où sont retranchés des soldats et des civils ukrainiens. L'assaut de l'armée russe donné ce mardi sur la dernière poche de résistance ukrainienne va être une hécatombe, prédit Dominique Trinquant, un expert militaire et ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble des équipes rédactionnelles et techniques de RTI 1. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et que la paix soit avec vous.